Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Moi je suis Jean-Michel Mangeot, directeur du conseil scientifique et directeur de l'innovation du groupe ESPI. Et écoutez, je prends la parole aujourd'hui au nom du président, Christian Louis Victor, qui aurait été ravi d'être parmi nous, mais qui a une contrainte de dernière minute à empêcher de venir. Il vous en présente toutes ses excuses et en même temps, il voulait vous dire combien il est heureux que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui à cette manifestation, cette première session de la conférence Pandémie et forme de la ville du Conseil scientifique et de perfectionnement. Donc le groupe ESPI, je vous rappelle, c'est l'école numéro 1 avec plus de 30% de part de marché pour tous les métiers de l'immobilier. C'est 2200 étudiants sur des campus qui sont, là vous êtes aujourd'hui à Paris, mais il y a également des campus à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Montpellier. On forme à tous les métiers de l'immobilier, aussi bien des étudiants en bachelor que des Master 1 et Master 2. Nous avons également une forte activité en matière de formation professionnelle continue et vous verrez quelques-uns de ses membres aujourd'hui. Nous avons développé depuis plusieurs années une équipe de recherche tout à fait performante de une vingtaine d'enseignants-chercheurs appelée ESPI2R. Je passerai tout à l'heure la parole à l'une d'entre elles, sachant que deux autres d'entre eux seront effectivement en ligne avec nous pour vous présenter un exposé. Voilà, je voulais vous remercier tous autant que vous êtes pour être là aujourd'hui. Et sans plus attendre, je passe la parole à au membre qui patronne et qui parraine cette manifestation, quelqu'un que vous connaissez tous, voilà. C'est Alain Béchade. Et Alain, écoute, je te passe la parole et je te passe surtout le siège. Voilà. Merci, bonjour. Je m'appelle Alain Béchade, vous n'y êtes pour rien, rassurez-vous. J'ai été dans ma carrière très longues années, dirigeant de grandes sociétés immobilières, promotion, transactions et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Aujourd'hui, je suis professeur émérite, ce qui veut dire vieux et plus payé. Pourquoi le thème aujourd'hui, qui est né d'une discussion avec Jean-Michel lors du conseil scientifique, ce conseil qui se tient régulièrement, je me souviens de l'avoir réveillé en sursaut d'ailleurs, en lui proposant les thèmes d'aujourd'hui, c'était l'influence des épidémies et pandémies sur notre cœur de métier, l'immobilier, avec un I majuscule, et ses composantes, on va dire aménagement, urbanisme et immeuble. Car je rappelle qu'une ville n'est faite que d'immeubles. Les épidémies et les pandémies font partie de l'histoire de l'humanité. J'entends dire de temps en temps qu'on vit une situation... On me fait signe que je peux enlever mon masque, donc ne m'appelle plus Zorro. J'entends souvent dire qu'on vit une situation jamais vue. Mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les épidémies, les pandémies font partie de l'histoire de l'humanité et plus généralement du monde animal. Voulez-vous que je vous rappelle les épidémies concernant les volailles, les porcs, etc. Nous appartenons au monde animal. Et vous verrez peut-être tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Alors, parlons par exemple de la peste. On va parler de deux épidémies qui ont eu une incidence sur l'urbanisme et l'immobilier, la peste et le choléra. La peste, vous vous souvenez, au XIVe siècle, le tiers de la population européenne meurt. Alors il nous en reste des souvenirs, vous savez, avec les masques du festival de Venise que l'on voit souvent, ce masque blanc avec un long nez, et ce long nez était destiné à recueillir des herbes qui étaient supposées tuer les virus. On sait aujourd'hui que ça ne tuait pas les virus, mais ça ne tuait pas le ridicule. Alors, pour la peste, il va y avoir une incidence très concrète, on en reparlera plutôt la prochaine fois, en février. C'est que par exemple, c'est à la suite de la peste qu'on a décidé de construire des maisons en pierre et non plus en bois, car la peste était propagée par le rat noir, qui est le rat du bois, et non pas par le rat gris, qui est le rat de la pierre. Et non pas uniquement, vous voyez, pour des raisons de sécurité ou d'incendie. Alors, le choléra, revenons dessus une seconde. Au XIXe siècle, il y a eu plusieurs épidémies, en France également,
Pour votre information, en 1854, il y a une épidémie de choléra, et qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les frontières. Tiens, vous voyez déjà. Il y a eu des conséquences urbanistiques très importantes, surtout du choléra, c'est Haussmann. Le baron Haussmann va intervenir. Ah, il y en a qui doivent couper leur micro. Attention, n'allumez pas vos micros. Donc, le baron Haussmann entreprend ses grands travaux, des grandes artères larges, non pas pour permettre la charge des cavaleries, comme on l'entend souvent dire, mais pour des raisons hygiénistes. Et on parle souvent des immeubles Haussmann, mais on oublie les égouts de Paris qu'on venait visiter à la fin du 19e siècle, qui avaient un but d'hygiène. C'était pour que les gens ne jettent plus leurs seaux de déchets, vous voyez de quoi je veux parler, dans la rue, et qui propageaient le choléra. Donc il va introduire les égouts, les rues aérées, les canalisations d'eau obligatoires, les évacuations, etc., etc. Les dernières épidémies graves que nous ayons connues, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de 1918 à 1920, avec la grippe espagnole, qui n'avait d'espagnol que le nom. Elle ne venait pas du tout d'Espagne, mais je ne vais pas raconter toute l'histoire ici, mais je vous rappelle qu'à l'époque, j'ai noté, les pouvoirs publics en France parlent, tenez-vous bien, de grippette. Vous m'entendez? Et les États-Unis imposent le port du masque. Je regarde en vous parlant la salle parce que je vois que tout le monde a un masque, sauf moi. Et les États-Unis déjà imposent le port du masque dans les transports en commun, on va parler de la mobilité, dans les lieux publics, etc. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Et puis, une dernière épidémie qui va nous concerner plus directement, par exemple les Parisiens, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes à Levallois-Perret, limite de Paris, c'est 1920, une réapparition de peste et de choléra. La banlieue pas très loin d'ici, entre Clichy et Saint-Ouen, le long des fortifications qu'on appelait les fortifications de Thiers. On décide de démolir. Pourquoi peste? Parce que les masures qui étaient là étaient en bois. On décide de tout raser, de raser les fortifications, et on va construire les fameux immeubles HBN, comme on appelait habitation à baux normalisé, logements sociaux en briques rouges souvent, sur le long du boulevard des Maréchaux. Et pour la petite histoire, on va garder l'espace de tir derrière les fortifications, et ça deviendra le boulevard périphérique. Vous voyez que nos ancêtres ont tenu compte des épidémies et pandémies pour concevoir, subir, des modifications d'urbanisme d'une part et de transport en commun, on va en parler aujourd'hui, et concernant les immeubles, ça on en parlera la prochaine fois au mois de février. Question. L'urbanisme aujourd'hui, on va en parler, nous parle beaucoup, peut-être trop, de la protection de l'environnement et de la nature, mais jamais de la protection de la santé. Allons-nous vers une sorte de système qui opposerait la nature et la santé? Par exemple, peut-on continuer à densifier les villes pour protéger la nature, pour ne pas renier sur les terrains constructifs, alors qu'en densifiant les villes, on augmente les risques de santé, d'épidémie? Dans la mobilité, les transports en commun seraient des véritables puits de contamination. Je ne sais pas pourquoi on persiste à dire cluster. Je rappelle qu'en anglais, je crois savoir que cluster, c'est une grappe. Je n'ai pas très bien compris. Peut-être que les gens sont un peu ivres, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on prend en compte aujourd'hui les problèmes de santé dans les transports en commun? Tenez, c'est tout bête. Les seuls transports en commun aujourd'hui qui prennent en compte ces problèmes sont les avions, avec des systèmes de conditionnement d'air et de traitement d'air avec des filtres antiviraux. J'en entends jamais parler aujourd'hui dans les transports en commun. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver devant un autre système. La mobilité dont on va parler cherche à empêcher le déplacement en véhicule personnel pour orienter vers les transports en commun. Mais alors, la santé, les épidémies, les pandémies, vont-elles freiner tout cela? Et puis, on conçoit aujourd'hui des villes, on va voir les slides, en empêchant beaucoup la circulation en véhicule personnel. Je veux bien, au motif de pollution, la nature, je veux bien, mais si dans 10 ans, tous les véhicules sont électriques, tous ces raisonnements vont s'effondrer, donc tous ces travaux n'auront servi à rien. Est-ce qu'on a vraiment prévu? Est-ce qu'on a pris en compte la santé dans l'urbanisme et la mobilité? Voilà, c'était l'introduction, mais alors maintenant, vous voyez, je jette un regard inquiet parce que je fais quoi maintenant? La parole. Alors, pardon. La parole à Aziza. Alors, la première personne, je crois que c'est Aziza. Aziza Akmouche. Elle est où? Je ne sais pas. Je Elle ne est pas. juste là. J'aime bien. Et on vous dit bonjour. On me dit que vous êtes juste là, mais on oublie de me préciser que vous êtes derrière. En fait. Derrière. Bon, enfin, c'est pas grave.
vous Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, les deux. Très bien. D'accord. Donc je vais essayer de partager la présentation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, ça y est. Parfait. Ça y est, oui. Vous arrivez à avoir le slide? Super. Absolument. Il est écrit en polonais, on voit bien. Oui, oui. Je vais commencer effectivement par m'excuser pour l'anglais. Je vais faire ma présentation en français, mais le matériel de support est en anglais puisque je vous parle de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, où je suis responsable de la division qui s'occupe des thèmes liés aux villes, aux politiques urbaines et au développement durable. Et ce que je vais faire pendant une petite quinzaine de minutes, c'est partager avec vous les 10 leçons de la réflexion et de l'analyse que l'on conduit à l'OCDE depuis le mois de mars, en fait, sur les réponses de politique publique qu'ont apporté une centaine de villes des 37 pays de l'OCDE et de quelques pays partenaires à cette crise sanitaire, et qui, ces leçons pour beaucoup, laissent entrevoir de nouveaux paradigmes dans la façon dont on pense ou repense les villes à l'aune de ces différentes composantes. Je vais passer très brièvement sur chacune d'entre elles. Je vous laisserai dans le chat les liens, et vous les aurez dans la diapositive également, vers le rapport beaucoup plus détaillé, où vous pouvez trouver des exemples beaucoup plus précis, et je serai ravie de prendre quelques questions à l'issue de la présentation si vous en avez. Donc ça, c'est le rapport dont je vous parlais, avec les liens concernés. Je vais commencer par la première leçon qui, pour une organisation économique qui travaille essentiellement avec les gouvernements, non seulement les ministères mais aussi les collectivités territoriales, a été très révélatrice à l'issue de cette crise. C'est qu'en réalité, on a observé dans la quasi-totalité des pays de l'OCDE que même si les impacts de cette crise au départ sanitaire, qui est ensuite devenue économique et sociale, étaient très asymétriques d'un territoire à l'autre, les réponses de politique, elles, ont souvent été extrêmement uniformes, et pas uniquement d'ailleurs dans des pays très centralisés comme le cas de la France, où on a beaucoup tendance à rappeler notre jacobinisme et notre bureaucratie et la lenteur de la prise de décision au sens large, mais aussi dans des pays où la gestion de la santé publique était extrêmement décentralisée. C'est le cas en Norvège, c'était le cas dans une grande partie de l'Italie, un peu plus en Espagne, qui ont aussi recentralisé les processus décisionnels. Et donc c'est très intéressant de voir que dans ce contexte-là, les villes et les régions ont eu un double rôle. D'une part, la mise en œuvre d'un certain nombre de directives nationales relatives à la distanciation physique, au transport en commun, au télétravail, aux masques et ainsi de suite. Mais d'autre part, disons, le développement de réponses beaucoup plus bottom-up, beaucoup plus participatives, beaucoup plus innovantes depuis les territoires, qu'il s'agisse des réponses apportées pour assurer la continuité des services publics locaux, pour assurer le soutien aux PME et à l'écosystème local, pour protéger les plus vulnérables, pas uniquement les personnes âgées, dont on a vu beaucoup d'initiatives à l'échelle locale pour mettre en place des chaînes de solidarité, de partage, d'entraide, mais aussi les personnes en situation de handicap, les migrants, les réfugiés, et ainsi de suite. Et dans un avenir plus immédiat, pour développer toute une palette d'outils de communication et de conscientisation, faisant l'interface directe entre les élus locaux et les différents citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les plans de relance qui sont élaborés ces temps-ci, on a eu une prise de conscience de la nécessité d'avoir cette approche territoriale dans les stratégies mises en place. Néanmoins, tous ces questionnements autour de la résilience, les espaces publics capables, tout ça était déjà un travail qu'on avait en cours, qui était largement abordé, puisque nous sommes beaucoup questionnés sur l'évolution de la mobilité, j'en ai parlé, sur notre capacité à anticiper, mais aussi parce que les abords des gares sont des espaces qui sont aussi soumis à un volet sécuritaire extrêmement important, et nous avons été aussi questionnés à
la suite des attentats en 2015 et puis les suivants, et qui ont vraiment, le mode opératoire étant très changeant, ça emmène aussi à questionner ce volet-là et du coup la pratique des espaces publics à travers la sécurité. Donc cet ouvrage qui consigne à la fois une vision globale qui a été co-signé avec Île-de-France Mobilité, qui a été élaboré avec les territoires et qui donne notre ambition commune pour l'espace public à travers 40 principes d'aménagement. Bien évidemment, je ne vais pas vous décrire les 40 principes, je vais juste rentrer dans le détail de quelques-uns, et qui est issu d'un travail qui a démarré en 2017 avec une équipe pluridisciplinaire qui a été menée et qui a été portée avec TVK, qui est donc un cabinet spécialisé, d'archi spécialisé dans l'aménagement d'espaces publics et qui nous a accompagnés à construire cette vision. Quelques principes, j'ai identifié 4 grands volets, vous allez voir, c'est un ouvrage qui se veut, qui coordonne l'ensemble des usages et des équipements qu'on peut trouver dans un espace public de ce type, et on n'a pas voulu opposer 2 disciplines qui sont à la fois la discipline mobilité et la discipline urbanisme, de façon à avoir vraiment un langage de projet et non pas d'équipement. Alors tout d'abord, c'est la nécessité d'avoir un projet d'usage, c'est-à-dire regarder ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que ces usages vont évoluer dans le temps avec le projet qu'on est en train de construire. Ça, c'est le premier volet. Il est extrêmement important qu'avant de se lancer dans la conception d'un espace public, on puisse avoir cette réflexion. Dans cette même thématique, la question de tester, évaluer et ajuster, Anne-Paul en a parlé, qui est plutôt liée à l'urbanisme tactile, qui est qu'on doit pouvoir tester des choses en fonction de ce qu'on est en train d'imaginer et pas forcément aller vers du dur tout de suite. Je vais vite parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Quelques illustrations, on ne va pas rentrer dans le détail. Le deuxième volet important, qui est le sol comme projet, qui est à la fois dans le sol linéaire de surface, qui est comment est-ce qu'on arrive à faire de la place pour les mobilités, et faire de la place surtout pour les mobilités qui sont les piétons et les cycles majoritairement, comment est-ce qu'on arrive à intégrer, à faire de ces espaces des choses très facilement praticables, lisibles par l'ensemble des usagers, qui est de faire des espaces publics qui sont le moins encombrés possible, de façon à ce qu'on puisse laisser de la place pleinement aux usagers. On a beaucoup vécu et subi les espaces publics marqués par la signalisation, beaucoup de mobilier urbain. Il faut vraiment être économe dans ce type d'équipement. Concevoir un sol, ça c'est vraiment une notion très importante qui est évolutive et polyvalente, c'est-à-dire que l'espace public qu'on est en train de créer, même s'il doit être intermodal, il doit pouvoir s'adapter, mais il doit aussi pouvoir être polyvalent, c'est-à-dire que le week-end, si on a envie la collectivité a envie de faire un marché ou d'animer, de faire une animation particulière, elle doit pouvoir aussi bénéficier de ces parvis de gare. Quelques éléments juste pour illustrer, on en a beaucoup. Une autre notion importante qui est que les espaces doivent être accueillants, et là c'est vraiment la notion de séjour et d'animation, j'en ai parlé, c'est vraiment extrêmement important et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup communiqué, on nous a beaucoup questionné, notamment pendant cette période particulière, qui est pouvoir avoir des espaces publics pouvant accueillir des événements ponctuels ou réguliers, mais aussi pouvoir accueillir d'autres usages que ceux liés au transport et à la mobilité. Le séjour dans l'espace, permettre à quelqu'un de venir attendre, patienter, attendre quelqu'un, venir pouvoir lire, pouvoir se détendre, se mettre à l'abri d'un arbre, on va vraiment permettre le séjour dans toutes ses composantes. Procurer du confort aux usagers pendant les travaux, c'est aussi une notion très importante, c'est-à-dire que les périodes qui sont très longues pour ce type de travaux, c'est aussi pouvoir permettre aux usagers de bénéficier de ces espaces publics. Améliorer le confort d'été, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à apporter des éléments comme du végétal, de l'eau, pour vraiment lutter contre les îlots de chaleur et permettre de donner un espace intéressant et accueillant pour les usagers. Conférer à l'espace public des qualités de jardin, et ça c'est vraiment un volet important. Une image que j'aime beaucoup, qui est celle de Roche-sur-Yon, où on a réussi à concilier mobilité, espace public, végétal et eau.
Et un dernier point, puisqu'il me reste 2 minutes, des milieux naturels vivants et des espaces durables. Là, c'est vraiment sur le volet écologique et qui est assainir l'environnement. Assainir l'environnement, c'est pouvoir laisser l'arbre à vraiment des facultés qu'on sous-estime. Donc planter des arbres, ça veut dire aussi, c'est pas les mettre dans des bacs, mais c'est vraiment les planter en pleine terre pour apporter bien plus que juste de l'ombre, mais c'est vraiment créer un écosystème autre. Rendre visible le cycle de l'eau, et je vais m'arrêter là puisque mon temps est écoulé, je crois. Donc c'est vraiment, il y a énormément de choses dans cet ouvrage et il est disponible pour l'ensemble des personnes qui souhaitent en disposer sur notre site. Pour ceux à qui ça intéresse, je laisse quelques questions parce que je pourrais être beaucoup plus longue que ça. En tout cas, on espère que les travaux du Grand Paris seront aussi cantonnés dans leur délai que vous l'avez été dans votre exposé. C'est un souhait. Voilà. Nous allons passer la parole à Monsieur Bénard. Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas les uns les autres à les poser là. Hein, conversation de la réunion, on lit vos questions au fur et à mesure. Monsieur, merci, Madame Madès, parce que c'était clair, agréable et très vivant. Voilà. Vous en prie. Merci. Les plus graves sur le Covid. Donc il y a bien une sorte de double peine, voilà, avec un retour à l'automobile, c'est aussi un retour vers des éléments qu'on souhaite plutôt écarter de l'aspect métropolitain. Alors pour conclure, c'est la première épisode peut-être d'une longue série, donc peut-être avec des évolutions qui sont souhaitables sur la démobilité, sur le développement des modes alternatifs, sur le fait qu'on soit sur des potentialités de désengorger l'heure de pointe, comme on le voit avec des systèmes où le télétravail permet peut-être de désengorger l'heure de pointe ou de décaler l'heure de pointe, mais on a aussi évidemment des effets pervers avec toutes les pathologies connexes que j'évoquais, un équilibre économique extrêmement difficile pour les transports publics, alors que c'est sans doute quand même absolument nécessaire au développement de la métropole, et je ne reviendrai pas sur ce que disait la Société du Grand Paris précédemment. On a nous-mêmes une gare du Grand Paris Express sur Cachan, donc c'est un élément de développement très important pour la métropole, et donc capacité des soutenabilités des opérateurs de la mobilité, de la métropole, des régions, des communes, des EPCI et voire de la solidarité nationale à accompagner justement cette soutenabilité des transports en commun. Et donc voilà, il nous reste à tirer maintenant les leçons pour éventuellement de futurs épisodes qui viendraient menacer à nouveau notre métropole. Alors là, bravo. Vous avez fini pile à l'heure. Bravo. N'hésitez pas, je parle pour ceux qui nous écoutent, à poser vos questions. On les répercutera, tout le monde saura un peu les questions que vous avez posées pour les orateurs, etc. Alors, on n'a pas été beaucoup au sud, alors on va peut-être y aller. Aller du côté de Barcelone maintenant. On revient sur la première partie, on va dire, qui était l'urbanisme, l'incidence sur l'urbanisme, avec Marc Nieuwenhuizen. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation. Est-ce que M. Nieuwenhuizen est avec nous? Hello? Oui? I'm here, yes. Let me see if I can share my screen. Okay, yes, that's it. Do you will speak French or this? I'm afraid it's going to be English. My French is not very good. Yes, I'm afraid of. Yes. Okay. So it will be your turn. 20 minutes, okay? And yeah, I'm just trying to get my screen to share. Where is it on your screen? Yeah. Yeah. Everything is okay. We are ready. It's on our screen, but we don't see. Oh, we I now do see it. We now see it. Okay. Hello. Good. You see your screen? We see your screen. We see your slide. Yeah. Hello, thank you so much. Can you see my slides? Yeah? Yes. Let's roll. Thank you. So I'll be talking about the future urban systems, particularly after COVID. We're very well aware that we have many problems in our cities,
we have a lot of traffic problems. Our cities often seem to be more for cities for cars rather than for people. Here in Barcelona, we estimated that traffic-related exposures could be responsible for almost 3,000 premature deaths each year in Barcelona. That's about 20% of the total deaths occurring in Barcelona. And probably in many other cities, there are very similar situations as what you can see here in Barcelona. Over the years, we've got a much better understanding that there's a relationship between how we design cities, how people get around, what kind of exposures this leads to, and how this leads to adverse health effects. So for example, if you design a city for cars, if you get lots of space for roads and parking for cars, you get a lot of people using the car, what leads to air pollution, noise, heat island effects, stress, less social context, and less physical activity, what leads to more disease and premature mortality. On the other side, if you design a city for cycling, you get more people to cycle if you put in cycling infrastructure. More people cycle, less air pollution, less noise. Cycling takes up much less space, so less heat island effect, less stress, more social contact, and more physical activity, what is actually better. Now, a lot of cities have taken this already into account and trying to reduce cars and increase cycling and active transportation and more public transportation. And I think what we've seen with the COVID is this actually has sped up the degree that this is happening. So what we've seen in particular, I mean, from your city in Paris, that's trying to keep the cars out, it's been reported. London saying that they're going car free. Milan are announcing more cycling lanes to reduce car use. And so we see this kind of the things that being sped up in a way and taken into account. However, I think what we need to speed up this even further and also think about, land use changes what we have. I mean, it's very difficult to change cities, but we can change the use of how we use the cities and the land use in this time. Thereby reduce car dependency, move towards public and active transportation, and also provide more greening for cities. And I would like to take you through a couple of examples. Probably you may be familiar with those. First of all, here we've got in Barcelona this kind of new idea, the Barcelona Superblock. On the left side, you can see what is the current situation. We have a grid system in Barcelona. On the left, with the cars going up and down, left or right, one-way streets, very busy. Barcelona is one of the densest traffic densities in European cities. The idea for the Superblock is to take 9 blocks and cut off the junctions and don't allow the motorized traffic to go through it. Only active transportation like walking and cycling, and also make it greener, what we see on the right side of this picture. At the moment we have 3 superblocks, but there are 500 superblocks planned in a way, although under the current work with the implementation they are not fully the superblocks, but it's a kind of a superblock light that's being implemented. But we did a health impact assessment to see if you would do the original design of the superblock, if you would implement them, how many deaths could you prevent each year in Barcelona? And we estimated that you could prevent almost 700 premature deaths in Barcelona due to a reduction in air pollution, reduction in noise, heat island effects, more physical activity, and also more green space. So here you can see one of the superblocks, the second one, what is Sant Antoni. On the top you can see what it was before, an area where there was some green space but also cars going through, and then at the bottom what was it after the implementation of the superblock there. And clearly you can see differences. I mean, this is the photos taken in the afternoon, so there are not many people around, but there is much more opportunity for people to walk around. These were some of the modeled reductions that we would see as a result of the implementation of the superblocks in Barcelona, if all 500 would be implemented. And the changes are not super great. I mean, say a reduction of 25% of nitrogen dioxide air pollution, but these are still quite considerably to
to cause a reduction in premature mortality. We estimated, as what I said, almost 700 premature deaths that would be avoided. And the great majority for this come from the reduction in air pollution. This is followed by a reduction in noise, reduction in heat island effects, because we get extreme heat here at times in Barcelona because of the density, the lots of concrete and asphalt we have, but then also a reduction because there's more green space and more because of physical activity, although physical activity is probably underestimated because we don't have any data yet on how people behave within the superblocks. Another way of trying to change the use of what we have is what you have in Paris, supposedly what's been proposed by Carlos Moreno, the 15-minute city. I'm sure you're all familiar with this, where all the destinations of people would be within 50 minutes of their residence. If you go to school, work, shop, etc. And of course this requires a real radical rethink of our cities, where at the moment we have a lot of social economic segregation. We have poor and rich areas. This would actually require also some mixing to take place. Now another design is kind of the car-free city. Hamburg say they're going to be car-free in 2034. Many city centers are already car-free or want to become car-free in Europe, and Hamburg says we're going to go completely car-free through the whole city. Again, this has many advantages in a way, because it reduces air pollution and noise, what's coming from motorized traffic, and also gives more opportunity to increase green space, and thereby also reduce heat island effects. If you think is this really possible? I think it is possible. We have some examples. Here, for example, is Vauban in Freiburg. It's a neighborhood in Freiburg where it's completely car-free, with sustainable housing, lots of green space, and it's a wonderful area to be in. And it's relatively large. Unfortunately, it's so popular that it's also quite expensive, what is the kind of disadvantage of this kind of development. What these designs have what they all have in common is that they want to reduce car use and move more towards active transportation and public transportation. And I think often that's possible because many of the car journeys in cities are less than 5 kilometers. It could be easily replaced by walking or cycling or public transport. And if you can't properly cycle, there's nowadays even electric bikes at affordable prices that allow this. Cycling has many different advantages because it reduces premature mortality, because it increases physical activity, combines transport with going to the gym. A lot of people don't have time to go to the gym, so in that way it's good. If you cycle to work, then you don't have to go to the gym. As what I said, there is less air pollution, less noise pollution, zero CO2 emissions, and cyclists take up much less space. Also, what we know is that cyclists are much happier than car users, what we've seen. And there are some good examples. This is Utrecht in the Netherlands. In the afternoon, people are cycling. Very few cars here in the picture, but many cyclists. I mean, there are more traffic jams of cyclists in Utrecht, I think, than of cars. And I think this is one of the ways that we should develop our cities. The other aspects, I think, is what we see is for greening of cities. In that way, I mean by greening, putting up trees and other vegetation. I think that's very important. Over the last so many years, we've seen many benefits of green space in cities. We know people live longer in greener areas, there are fewer mental health problems, better cognitive functioning, both for children and also for the adults. We see a better mood and healthier babies. We know that it can mitigate air pollution, heat and noise levels. It's good for CO2 sequestration, and also replacing roads and parking, what we have at the moment, with green environments can actually change an environment that is detrimental to health to one that's beneficial for health, and that's also more livable and also more sustainable, because I think livability, sustainability and health all go together. Again, is it possible? I think so. Look at this. This is in Seoul.
On the left side is in the center of Seoul. There was a motorway before, a quite big motorway, highly used. They got rid of the motorway and put in a waterway with some green space and a smaller road. A much nicer environment actually to be in. This is in Liverpool, in the Alderhay Hospital. It's a children's hospital. On the left side you see what is before. It's the old hospital with a park next to it. They asked the children, what would you like? They needed to build a new hospital, and they said they wanted to have a bigger park. So what I did is put the new hospital where the park was before, but covered it up with green, and on the old hospital they put a park, so they had a much larger green space for the children available. Now, of course, what is extremely important is that we get also green space where we live, where we are, in streets. And if we can combine it with active transportation, if we can combine it with walking and cycling, this is great. And this is, for example, an area in Barcelona. This is the Ramblas de Poblenou, in the Poblenou neighborhood, where people can walk up and down in green space. On the sides there are cycling lanes. There are cars allowed in for people, for the local residents, but you can't pass through generally. And this is a wonderful environment, and often it's very busy. Even during COVID times, there's still a lot of people just walking up and down. Of course with mask on, because it's quite a large density, but I mean, it's a wonderful environment to be. What is extremely important is that we all work together. I mean, I'm a person, a public health person. I come from the health side. I can tell you what are unhealthy cities, what is not unhealthy situations, what would improve health, you know, being more active, having more green, but I can't make the changes, and that's why I reach out to urban planners, to transport planners, to the education sector, etc., trying to improve things, because these are often people that actually can make improvements. And thereby also we need to think that we need systemic approaches. We need to address not only health, but also sustainability, livability, at the same time also air pollution and noise, for example, and temperatures, because at the moment there's a lot of interest in cities for air pollution and showing how bad it is, and like, for example, noise is often forgotten, but I think we can all address it at the same time. I recently wrote a review around some of the aspects of this, how urban and transport planning can improve our cities and make them more sustainable, livable and healthy. And it's open access, you can get access to it or you can email for it. And then also as a result of the COVID pandemic, I've been writing a few blogs how we can change our cities as a result of the pandemic. Because of the issues of distancing, what is needed, etc. And I bundled them together, and there's a little booklet of 10 different short stories about how we can change the cities. So I would like to leave it with this, and hopefully this gives you some idea what can be done in our cities to make them actually more sustainable, livable, and also healthier. Thank you. Thanks a lot. Very attractive. Thanks. Excuse me. I was not online. Thanks a lot for your speech. A very attractive speech. Qui était déjà très présent avant la crise sanitaire et qui fait que les entreprises vont se réorganiser, qu'on ne voyagera plus et qu'on n'émettra plus de CO2 comme on le faisait par le passé, aussi par souci d'efficacité, que des villes qui s'étaient déjà positionnées de façon très ambitieuse en matière de neutralité carbone ont mis en place des plans, des feuilles de route sur l'économie circulaire, que les plans de relance qui sont développés dans tous les pays de l'OCDE et notamment la France, les 100 milliards, ont pour une bonne partie, un tiers dans le cas de la France, un focus sur la transition écologique. Et donc cette idée qu'on doit utiliser cette crise pour repenser la façon dont on consomme, dont on produit et dont on se déplace est à mon sens très, très intéressant pour éviter un retour à la normale. On arrive au bout ? Oui.
on arrive au bout. Une leçon en matière de confiance. On a vu pendant cette crise des courbes proportionnellement inverses entre la confiance que les usagers accordent à leurs gouvernements nationaux et la confiance qu'ils accordent à leurs gouvernements locaux. Si vous prenez l'encadré avec les États-Unis, le Japon et la France, vous avez entre 11 et 20 points de pourcentage d'écart, avec évidemment une confiance plus importante dans les autorités et les collectivités locales que dans les collectivités nationales, et beaucoup de réflexions qui se posent sur le renouvellement du contrat social et du dialogue avec les citoyens. Deux points supplémentaires. Le premier pour dire que si la crise sanitaire est nouvelle, le concept de résilience et de résilience urbaine, lui, ne l'est pas. Je vous ai mis à l'écran des principes que l'OCDE a développés pour les politiques urbaines ces 3 dernières années et pour des villes résilientes. Et ce que l'on voit, c'est qu'en réalité, la plupart des pays savent exactement ce qu'il faut faire pour avoir une relance à la fois verte, intelligente et inclusive. La vraie question qui se pose souvent, c'est qui fait quoi, à quelle échelle, et donc c'est plutôt des enjeux de gouvernance et d'implémentation que des enjeux de contenu de politique publique. Et ma dernière diapositive porte sur tout ce qui relève des agendas mondiaux. On est sur le point de célébrer, on célèbre aujourd'hui les 5 ans de l'accord de Paris, mais on célébrera très bientôt les 5 ans, plus que ça d'ailleurs, des objectifs de développement durable, et ces cadres offrent encore, je pense, un cadre d'analyse très stable pour sortir justement des dynamiques très court-termistes et garder en tête ce que doivent être les objectifs aspirationnels sur le plan du développement durable pour les années qui viennent. Vous avez quelques références à des indicateurs que l'OCDE produit pour mesurer la distance de plus de 600 villes et 600 régions par rapport aux 17 objectifs de développement durable où on estime qu'elles ont des compétences clés et que vous pouvez consulter en ligne. Je vais en rester là pour les leçons, et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci, vous m'entendez? Oui. Bien. Est-ce que... je vais laisser aux gens le temps de se préparer quelques questions pour vous. J'ai noté dans ce que vous avez dit, notamment vous avez parlé de renouveau des cœurs de ville. C'est très important parce que c'est un problème qui avait été amorcé avant l'apparition de l'épidémie, et certains mauvais esprits, dont je fais partie, avaient tendance à dire souvent que la désertion des cœurs de ville était la conséquence de mesures urbanistiques, d'interdiction de circulation, de stationner, etc., fermeture des commerces. Et est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une politique contraire maintenant? Et puis vous avez mentionné bien sûr la migration vers les campagnes, ce qui est intéressant puisqu'on assistait plutôt à une rupture aujourd'hui entre le rural et l'urbain. Est-ce que cette migration va mettre fin à cette manie qu'ont les urbains de vouloir organiser la campagne comme la nature comme ils le voudraient? Et enfin, le télétravail, qui existait déjà avant. Est-ce que vous ne pensez pas que la limite du télétravail, c'est la sociologie? Mon Dieu, que la vie serait triste si on ne pouvait pas se retrouver pour dire du mal des autres devant la machine à café. Vous avez tout à fait raison. Alors, sur le premier point, je pense qu'aujourd'hui, il est très clair pour beaucoup, et pas uniquement pour des raisons environnementales, que la voiture individuelle dans les centres-villes des grandes agglomérations, et j'insiste vraiment sur le centre-ville des grandes agglomérations, doit à terme devenir plutôt l'exception que la règle. Et pas uniquement pour des questions de trafic, de congestion et d'émissions de CO2, mais tout simplement parce qu'une voiture individuelle est aujourd'hui, et je ne parle pas encore des voitures autonomes et de ce qui pourrait arriver dans la dizaine d'années qui suit, est à l'arrêt en moyenne 90% du temps, et que 50% de l'espace urbain est de près ou de loin lié à la voiture. Et donc c'est une aberration dans cette logique d'accessibilité que les villes pensent et repensent à l'aune de cette crise. Donc je pense que cette tendance ne va pas s'annuler. En revanche, il faut qu'il y ait, parallèlement à ces positions, si je puis dire, des offres alternatives de transport crédibles. Et on ne peut pas dire que tout le monde peut emprunter le vélo et la marche. Ça risque même de devenir des sources d'inégalité. Pour les zones rurales, c'est très différent. D'ailleurs, quand vous prenez les statistiques en France, 95% des ménages qui habitent dans des zones rurales ont au moins un véhicule. Quand vous êtes dans le centre de Paris et la première couronne, vous tombez à 33%. Donc je pense que le rapport de la voiture et la multimodalité et la façon dont on repense l'accessibilité est une tendance qui aujourd'hui est prononcée dans les grandes agglomérations et va continuer. Pour revitaliser les villes moyennes, je pense qu'il y a effectivement des questions
d'attractivité des centres-villes, de mettre les incitations nécessaires pour attirer les entreprises, pour créer de l'emploi, mais aussi de l'infrastructure, un environnement bâti. Mais il faut aussi une capacité fiscale, il faut une meilleure connectivité entre ces villes intermédiaires et les grandes métropoles. Et donc je pense que c'est un ensemble de politiques qui va permettre de gérer ces arbitrages. Sur le rural et l'urbain, vous avez tout à fait raison. La dernière réflexion on vient de produire un atlas qui fait une cartographie des 9000 villes de plus de 50 000 habitants dans les pays de l'OCDE, où on voit en gros qu'on est plus dans une dichotomie urbain-rural. Vous avez 48% des habitants dans le monde qui vivent aujourd'hui dans ce que l'on appelle une zone urbaine, des aires fonctionnelles urbaines de en gros plus de 50 000 habitants. Et vous avez une autre moitié qui est partagée presque de façon équilibrée entre 24% qui vit dans des zones rurales, très faible densité, plutôt éparses, et 28% qui vit en gros dans ce continuum rural-urbain où on peut mettre un certain nombre de villes intermédiaires. Et donc je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'interdépendance entre les zones rurales et urbaines et de cette polycentricité de notre urbanisme et de notre urbanisation qui doit devenir de meilleure qualité. Sur le télétravail, effectivement, vous avez raison, c'est pas nouveau, mais pour beaucoup, je crois que ça l'est devenu. Moi, je suis convaincue que les gens ne s'agglomèrent pas en ville uniquement pour le travail, mais que les gens, en réalité, se sont agglomérés en ville pour accompagner la tertiarisation de nos économies, et c'est l'accès aux services dans les villes qui est créateur de valeur ajoutée et qui fait que l'on s'installe à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Et c'est vrai qu'il y a une certaine quantité de ces services aujourd'hui qu'on arrive à fournir avec le digital, la téléconsultation, le e-commerce, etc. Mais il y a toute une pléthore de services qui requièrent encore une présence physique et qui font encore des grandes métropoles, je crois, une valeur ajoutée. Alors si en plus on apporte la nature dans la ville avec toutes les réflexions sur l'agriculture urbaine, sur les externalités environnementales, sur l'économie circulaire, et qu'on met des entreprises à la campagne, on peut peut-être avoir un meilleur équilibre, mais je ne crois pas que la majeure partie des gens vont quitter aujourd'hui les grandes agglomérations pour s'installer complètement à la campagne parce qu'ils sont en mesure de télétravailler. Aussi parce que je crois que dans beaucoup d'entreprises, et l'OCDE en fait partie, et c'est mon dernier point, on se rend compte qu'on peut tenir un certain temps avec le télétravail, et je dois dire qu'on a été remarquablement productif et efficace, mais qu'à un moment, ce qui fait la production de la connaissance, l'interaction sociale, le capital social, ce qui donne envie aux gens, et notamment quand on produit de la matière grise comme dans vos communautés scientifiques et dans la recherche, c'est l'interaction des gens au café, à la machine, à la cantine, et qu'on commence aujourd'hui à ressentir les manques, et je crois qu'on en subira les conséquences dans un an ou deux, mais pour l'instant on arrive effectivement à continuer le business autant que faire se peut. Ça ne veut pas dire que c'est une tendance structurelle à plus long terme. Bien, merci beaucoup. Il y a une ou deux questions qui sont arrivées. Il y a M. Weber qui voulait poser une question. S'il m'entend, il peut peut-être la poser directement. Parce que... C'est madame. Bonjour. Excusez-moi, madame. Non, je vous en prie. C'est le problème des prénoms mixtes. Oui. Pascal. Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre présentation. Je voulais vous poser la question parce que c'est vrai qu'on focus beaucoup aujourd'hui sur les concepts de résilience. Et il y a peut-être un concept qui serait intéressant aussi d'allier aux évolutions des villes. C'est le concept d'antifragilité qu'a évoqué et développé Nassim Taleb, qui est plutôt finalement un objectif encore plus élevé, j'allais dire, que celui de la résilience, qui est celui de la pérennité, et que pour être pérenne, il faut être antifragile, et être antifragile, c'est être capable finalement de s'adapter en permanence au changement de l'environnement, et non pas simplement viser à résister à l'agression, entre guillemets, ou au risque que l'on n'avait pas bien ou mal prévu. Est-ce que c'est pas plutôt finalement viser une évolution permanente de cette ville plutôt que de défendre des modèles qui intrinsèquement ne sont plus peut-être du tout adaptés en fait aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, ma question était plutôt est-ce qu'on ne pourrait pas développer en termes de concept ce qui est appliqué au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas aussi l'appliquer au sein des modèles des villes où finalement on aurait une multitude, on va dire, de modèles qui seraient effectivement liés au contexte environnemental et à son évolution. 1 minute, oui. Hein.
Oui, je vous réponds très vite. Je pense que c'est effectivement très intéressant et je pense que sur un plan sémantique, il va y avoir beaucoup de réflexions dans les semaines et mois à venir. Je crois que cette idée que finalement, aujourd'hui c'est une crise sanitaire, mais demain ce sera une cyberattaque, après-demain ce sera une pollution des réseaux d'eau et d'assainissement, qui relève finalement la nécessité de se préparer à tous les chocs à venir, puisqu'on entre dans des dimensions où effectivement on va devoir être de façon très dynamique et très évolutif, notamment dans la préparation, pas seulement dans la préparation, mais aussi dans l'anticipation de ces chocs, et à mon avis très, très juste. Je crois que vous avez raison sur ce plan-là, et ce qui, à mon avis, pose la question de l'équilibre entre des systèmes et des traditions de planification, dont la France est un modèle dans beaucoup de pays de l'OCDE, et qui parfois peut-être rigidifie un peu la prise de décision, et des systèmes où les gouvernements locaux ont des capacités d'innovation, de créativité, d'agilité, tout en restant dans la transparence et dans le respect des normes et des règles. Et je crois que cet équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Donc j'espère qu'avec ce que l'on a pu apprendre du chrono-urbanisme, de l'urbanisme tactique, on va trouver un meilleur équilibre entre la façon dont on planifie, mais aussi la façon dont on s'aperçoit qu'en réalité la vie c'est pas toujours ce que l'on a planifié, et donc cette agilité, cette créativité qui passe par l'innovation dans le secteur public local, à mon avis, est tout aussi importante. Mais merci beaucoup, juste je réagis, vous ne me voyez pas, mais je souris à vos paroles, et simplement, effectivement, ça nous amène sur une autre problématique qui est la gouvernance des villes, et je m'arrête là. Oui, voilà, on s'arrête tous là. Madame Accouche, vous étiez passionnante, on rêverait de prendre un café devant la machine avec vous lorsque le télétravail sera enfin plus obligatoire. Je vais céder la parole à Hervé Judeau, qui est architecte urbaniste, mais qu'est-ce que voulez-vous, ça c'est de sa faute, et il est professeur à l'ESPI pour son exposé. Je lui laisse la place. Bonjour. Parle fort. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter une vision de Paris qui est un petit peu orientée sur la qualité architecturale, bien sûr, mais aussi sur les différents aspects qui concernent les éléments. Et donc, on va commencer tout de suite par ce pont neuf, qui est le premier pont au XVIe siècle, pardon, et au XVIIe. C'est le premier pont qui traverse la Seine d'un seul tenant et sans habitation. Et ça, c'est extrêmement important, puisque les architectes du XVIIe siècle s'étaient intéressés à la question du vent comme un élément très fort pour l'hygiène dans les villes. Vous avez vu quelques références, c'est que on trouve effectivement en bas quelques références sur qui avait trouvé à ce moment-là la syphilis, la peste, et on commençait à documenter l'ensemble de ces maladies. On va aller tout de suite lorsque Louis XIV décide dans un édit en 1769, Louis XIV décide de démolir toutes les constructions qu'il y a sur les ponts de Paris. Tout ça pour faciliter la circulation de l'air et faire en sorte que la ville soit de plus en plus assainie. On arrivera après, comme l'a dit tout à l'heure Alain, à l'alimentation en eau comme un élément indispensable à l'hygiène publique. On a 2-3 petits soucis techniques. Je pense qu'à un moment, j'ai dû passer en mode avion. Ouais, voilà. Donc ça a coupé là. Voilà. Et donc, on ne retrouve pas les images. Voilà. Et donc,
L'eau est un élément d'hygiène publique indispensable à la vie des habitants. Et depuis le XVIIIe siècle, on se préoccupe de rechercher des solutions pour pouvoir amener une eau consommable aux Parisiens. Donc on voit bien la construction du canal de l'Ourcq qui se produit pendant la période napoléonienne, à partir de 1805, et puis qui a été terminé en 1824 avec des fontaines qui ont été installées dans toute la ville. Alors effectivement, ces canaux, c'était à la fois l'adduction d'eau, mais aussi la lutte contre les maladies et les épidémies, puisqu'il fallait apporter une eau saine à Paris. Et puis c'était aussi une vision d'aménagement du territoire, un territoire navigable, avec un développement commercial et une production d'énergie. On voit bien le débouché du canal vers la Seine, sachant que le débouché du canal vers la Seine reprend en fait l'ancien lit historique de la Seine qui circulait au pied des montagnes, enfin des collines parisiennes avant. Dès le XVIIIe siècle, dès le début du XVIIIe siècle, on commence à avoir à Paris une vision très hygiéniste. Bien sûr, comme Alain l'a souligné tout à l'heure, le choléra, c'est une maladie humaine qui était d'abord cantonnée en Asie du Sud jusqu'au Moyen-Âge et puis qui petit à petit est devenue une vraie pandémie mondiale et a commencé à toucher l'Europe. Parallèlement, les sols parisiens étaient très pollués par les déjections dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui traînait sur le sol, et on a décidé d'inventer la protection du sol par les pavés pour mieux gérer l'eau, éviter effectivement toute cette insalubrité et commencer à assainir par une meilleure gestion de l'eau, assainir la ville. Mais parallèlement, Rambuteau, qui considère que les rues étroites, tortueuses et insalubres du centre de Paris favorisent le développement de maladies, décide d'élargir ces rues, et c'est le percement, puisqu'on parlera de percées, puisque toutes les percées, aussi bien celles de Rambuteau que celles de Haussmann, Berger entre-temps, ont été faites de façon à élargir ces voies. Et donc la première voie, c'est la rue Rambuteau, bien sûr, qui porte son nom, et qui a été élargie à 13 mètres. Mais on voyait qu'on était bien dans cette épidémie de choléra qui a beaucoup marqué le territoire parisien. Et tout un tas de techniques sont inventées, les égouts,